Je vais commencer avec les temps forts de l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que ceux des agendas des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, chargée des anciens combattants et de la mémoire, auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Je ferai le point sur les actualités du ministère des Armées et nous aborderons ensuite le focus thématique en lien cette semaine avec le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, plus connu sous le nom du Salon du Bourget. La 54e édition du Salon se tiendra la semaine prochaine, du 19 au 25 juin. Et le général Étienne Faury, commandant la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté air, vous présentera à cette occasion le dispositif de sécurisation aérienne déployé pour l'événement. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point de situation hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Sébastien Lecornu s'entretient aujourd'hui, jeudi 15 juin, avec le ministre de la Défense de Singapour, Dr Heng, à l'hôtel de Brienne. Cet entretien amorce une série de bilatérales dans la perspective du Salon du Bourget. Il participe à la réunion ministérielle de défense de l'OTAN qui se déroule à Bruxelles aujourd'hui et demain, vendredi 16 juin. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la réunion format Ramstein. Le ministre assistera également demain au lancement en direct du satellite Syracuse 4B depuis le siège d'Arianespace à Vernon. Je vais y revenir dans un instant plus longuement dans les actualités à suivre. Je passe à présent à l'agenda de Mme Mirallès. Ce lundi 12 juin 2023, la secrétaire d'État a présenté le plan eau au ministère des Armées sur la base aérienne 120 de Cazaux. Cette stratégie s'inscrit dans le plan gouvernemental pour l'eau lancé par le président de la République le 30 mars dernier. Sachez que le projet de loi de programmation militaire 2024-2030 consacrera 429 millions à la politique de gestion des ressources en eau du ministère des Armées. Patricia Mirallès se rend aujourd'hui au fort de Queuleux, un des principaux lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Moselle. La secrétaire d'État va notamment inaugurer et visiter le fort après les travaux de réhabilitation partielle dont il a bénéficié depuis 2016. Inscrit au titre des monuments historiques, ce site abrite un musée ainsi que le mémorial départemental de la résistance et de la déportation. La secrétaire d'État participera à la cérémonie d'hommage à Jean Moulin, jeudi 17 juin, au Panthéon à Paris. Elle se rendra, dimanche 18 juin, au Mont-Valérien pour le 83e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, auquel assistera également Mme Sarah El Haïry. J'en viens maintenant au sujet d'actualité du ministère, en démarrant avec un événement concernant un des programmes majeurs du ministère des Armées à suivre ce vendredi 16 juin. Il s'agit du lancement du satellite de télécommunication militaire Syracuse 4B. Le lancement est prévu ce vendredi depuis le centre spatial guyanais de Kourou à 23h26, heure de Paris. Cette mise en orbite du deuxième satellite de la constellation Syracuse 4 marque une nouvelle étape dans la démarche de modernisation des capacités spatiales de défense françaises prévue par la loi de programmation militaire 2019-2025. Pour rappel, cette nouvelle génération de satellites offre un débit 3 fois plus élevé et une meilleure résistance aux menaces comme le brouillage ou les cyberattaques. Elle permet d'accroître la capacité des armées à communiquer à très longue distance en toute autonomie. Le programme Syracuse 4 est conduit par la Direction générale de l'armement en collaboration avec l'Armée de l'air et de l'espace, le commandement de l'espace et le Centre national d'études spatiales. Comme je vous l'ai dit juste avant, sachez que vous pourrez suivre ce lancement en direct ce vendredi via la chaîne YouTube d'Arianespace. Je vais maintenant vous parler des actualités de l'armée de terre et je commence avec une belle initiative menée au profit des blessés de l'armée de terre, le dîner Vulnerati. Organisé la semaine dernière, le 7 juin aux Invalides, ce dîner caritatif a permis de collecter plus de 285 000 € pour les soldats blessés et les familles endeuillées. Lancé en juin 2021, ce projet est né de la volonté d'un collectif de chefs cuisiniers et pâtissiers de renom, comme Thierry Marx, et de plusieurs négociants en vin. Il a été mis en place pour servir la cause des soldats blessés. L'événement réunit des donateurs autour d'un dîner d'exception durant lequel des grands crus sont vendus aux enchères.
L'intégralité des bénéfices est ensuite reversée à l'association pour le développement des œuvres d'entraide. Les fonds collectés contribuent à faciliter le quotidien des militaires blessés et de leurs proches pour prendre un nouveau départ et surmonter les difficultés du quotidien. Autre actualité, l'opération Avec nos blessés. Elle se déroulera pour sa 7e édition le 24 juin à Paris, dans le 7e arrondissement, entre la place Vauban et l'hôtel des Invalides. Et l'avenue de Breteuil, pardon. Une marche-course menée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, sera organisée du parc Eugénie Djendi, ancien parc André Citroën, dans le 15e, à la cour du dôme de l'Hôtel national des Invalides. Cette journée participe à la reconnaissance de l'engagement et du sens du sacrifice des soldats en opération extérieure comme sur le territoire national. Elle sensibilise à la nécessité d'accompagner les blessés et leurs familles. Et il y aura aux Invalides des espaces de présentation, des acteurs et des équipements nécessaires à la reconstruction et à la prise en charge des blessés. Je vous en ai parlé lors du point presse début juin. Cette nouvelle édition est parrainée par le rugbyman Thierry Dussautoir. Et n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Terre pour plus d'informations. Je passe à 2 actualités concernant la Marine nationale. La première concerne un exercice qui s'est déroulé le 6 juin au large des côtes bretonnes. 3 flottilles de l'aéronautique navale ont été engagées dans Océanis, un entraînement au combat aéromaritime combinant lutte anti-navire et lutte anti-sous-marine. Dans cet exercice, un Atlantique 2 de la flottille 21F et un Rafale Marine de la flottille 11F ont effectué un tir coordonné de 2 missiles anti-navires Exocet AM-39 sur une cible représentant un navire de combat ennemi. Le scénario de l'exercice évoluant vers l'attaque d'une frégate amie par un sous-marin hostile, 2 Atlantiques 2 des flottilles 21F et 23F ont ensuite largué 2 torpilles MU-90 pour neutraliser la menace. Cet entraînement a permis de démontrer la capacité d'emploi de l'armement de l'Atlantique 2 et au Standard 6 et ses capacités de coordination tant avec les unités navales qu'avec l'aviation de chasse. Son retour d'expérience servira à enrichir la préparation opérationnelle de haute intensité de l'aéronautique navale et de la marine. La deuxième actualité concerne le recalage du plan Mercator qui fixe le cap de la Marine nationale depuis 2018. Ce plan stratégique, actualisé en 2021 avec Mercator Accélération, doit permettre aux forces de la Marine de gagner les combats d'aujourd'hui et de demain. Le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Vandier, a présenté lundi 12 juin à l'ensemble des amiraux et commandants le recalage de la navigation, c'est-à-dire la nouvelle impulsion donnée à Mercator pour faire face à l'instabilité du contexte géostratégique. Cette actualisation du plan repose sur 3 projets phares, Polaris, Kéros et Perseus. Ces projets doivent agir en moteur de la transformation de la marine. Je passe à une information concernant une rencontre particulière entre les entreprises et les acheteurs du ministère des Armées qui se déroulera le 20 juin. Une centaine d'entreprises sont attendues à la CCI de Versailles pour une matinée de rencontres organisée par le secrétaire général pour l'administration. Ces rencontres concernent essentiellement des PME du tissu local Île-de-France. Elles ont pour but de faciliter les relations entre acheteurs et prescripteurs. Les secteurs concernés sont entre autres l'accueil, filtrage, le gardiennage sécurité ou encore les espaces verts. Enfin, je termine ce point sur les actualités avec un projet innovant dont vous avez déjà entendu parler, la Red Team. La Red Team Défense qui va révéler 2 de ces nouveaux scénarios d'anticipation le 29 juin prochain. Je vous rappelle que le programme Red Team Défense a été initié en 2019 à l'initiative du ministère des Armées. Elle est composée d'acteurs, dessinateurs et designers de science-fiction indépendants. Accompagnés d'experts scientifiques et militaires, ils peuvent ainsi nourrir leurs scénarios et imaginer les récits de menaces contre la France et ses intérêts à l'horizon 2030-2060. Si une partie de ces travaux est strictement confidentielle, une autre est publiée. Et 2 nouveaux scénarios vont ainsi être dévoilés au public le 29 juin. L'accès à l'événement se fera sur invitation et n'hésitez pas à prendre contact avec les services de presse de la Red Team. Notez que l'ouvrage rassemblant les 2 derniers scénarios sortira en librairie courant 2024. Avant de passer au focus thématique, y a-t-il des questions dans la salle ou en audio ? Général, est-ce qu'on
bien? Nous ne vous entendons pas tellement. Bon, attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est parfait, merci. Est-ce qu'on m'entend mieux comme Oui, ça? on vous entend très bien. Merci. Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, d'avoir des précisions sur le soutien militaire apporté à la France, par la France, pardon, à l'Arménie, en termes d'équipement, de logistique, de conseillers, s'il vous plaît? À ce stade, nous ne pouvons pas vous apporter de précision, mais on reviendra voir vous ultérieurement dès que nous en aurons, si vous pouvez laisser vos coordonnées. D'autres questions? Je passe maintenant au focus thématique dédié aujourd'hui à la sécurisation aérienne du Salon du Bourget. Après l'annulation de l'édition 2021, le Salon revient cette année du 19 au 25 juin au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Rendez-vous incontournable pour le monde aéronautique et spatial, il réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques et le ministère des Armées y participe depuis 1913. La participation du ministère vise à faire connaître et valoriser nos capacités opérationnelles et d'innovation. Elle permet également de présenter les équipements d'aujourd'hui et de demain dans les domaines aéronautique et spatial, illustrant les savoir-faire industriels et opérationnels français et le soutien du ministère pour l'exportation. Vous pourrez notamment retrouver les aéronefs suivants: Rafale, Rafale Marine, hélicoptère NH-90 et Guépard, A400M, Mirage 2000 bande d'essai ou encore système de défense aérienne que l'on appelle le système sol-air moyenne portée Mamba. Vous pourrez également y découvrir les capacités spatiales militaires, satellite d'observation CSO, satellite de télécommunication militaire Syracuse 4, satellite de renseignement CERES, ainsi qu'une animation sur les opérations aérospatiales et le combat aérien du futur. Cette participation au Salon du Bourget vise également à appuyer le recrutement des entités du ministère des Armées dans les filières spécialisées et techniques en faisant connaître ses offres de recrutement et de carrière. Enfin, avec plus de 2400 exposants et plus de 300 000 visiteurs et des démonstrations en vol, un tel événement nécessite, vous l'imaginez, un dispositif spécifique de sûreté et de sécurité. Nous allons justement aborder aujourd'hui le volet de la sécurisation aérienne avec le général Étienne Faury, commandant la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté air. Général, je vous laisse la parole. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le général Faury. Ma mission tous les jours est d'assurer la protection du ciel français. C'est ce qu'on appelle la mission de sûreté aérienne à l'aide de moyens qui sont en alerte. Cette mission, en fait, elle est réalisée tous les jours grâce à un réseau de radars, une surveillance avec un certain nombre d'opérateurs qui sont dans les centres de détection et de contrôle, et avec des moyens qui sont en alerte, des avions de chasse, des hélicoptères et encore d'autres moyens. Lorsque l'on fait un grand événement, qu'il soit sportif, que ce soit un sommet de chef d'État ou que ce soit le Salon du Bourget, on fait face finalement à une exigence de sécurité, de sûreté qui est supérieure. Et donc, on va renforcer le dispositif permanent afin d'atteindre ces objectifs de sécurité. Donc, suivante s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'un dispositif particulier de sûreté aérienne, DPSA? On aime bien les acronymes. Donc ce dispositif particulier de sûreté aérienne, l'objectif va être de créer finalement une zone aérienne dans laquelle on va regarder avec beaucoup plus de précision et on va être capable d'intervenir, de s'interposer, d'identifier et si besoin, en fait, de dérouter ou d'arraisonner les différents appareils. Vous imaginez bien que dans le ciel parisien, c'est pas si simple, hein, parce qu'en fait, avec les différents aéroports internationaux, avec tout le trafic, ça nécessite en fait tout un travail pour créer des zones. Donc, on va travailler évidemment avec la DGAC, ça se fait des mois en avance. Ensuite, il est nécessaire de déployer des moyens qui sont en alerte en vol pour être capable d'identifier et de s'interposer, d'intervenir. Et puis, évidemment, la sécurité, ça s'anticipe depuis le décollage,
Donc ça veut dire qu'on doit travailler avec les forces de sécurité intérieure, avec les différents aérodromes. Et une fois qu'il y a eu un incident, ça se termine toujours au sol. Un avion se repose, avec toujours les forces de sécurité intérieure pour judiciariser les différents auteurs. Donc, lorsque nous faisons ces dispositifs particuliers de sûreté aérienne, c'est une opération interministérielle que nous réalisons donc avec en particulier la DGAC et les différentes préfectures. Suivante. Donc en ce qui concerne le SIA, le Salon du Bourget, dans ce cadre-là, évidemment, nous sommes avec le préfet délégué aux aéroports de Paris, plus tous les organisateurs, afin de créer le cadre pour être capable de faire ceci. Avant tout, dans une opération, quelle est la menace? Donc la menace pour nous, c'est le détournement d'un avion de ligne, ce qui est quand même très peu probable, compte tenu de toutes les mesures de sécurité qui sont réalisées au sol, dans les différents aéroports, et avec nos différents partenaires dont je vous ai déjà parlé. C'est une menace qui est assez improbable, mais qui est suivie tout de même. Ensuite, on a toute l'aviation légère, l'aviation générale, qui peut soit s'égarer, soit vouloir contester le déroulement de tels événements. Et puis, on a aussi la menace des drones, que l'on a vu de manière beaucoup plus claire au travers du conflit en Ukraine. Et pour tous ceux qui suivent, et je pense que vous en êtes, vous savez que c'est aujourd'hui une menace, à la fois, comment dire, dans le cadre d'une utilisation non averti, un touriste, un curieux, de manière contestataire, ou alors afin de nuire. Donc voilà la menace que nous prenons en compte pour organiser notre dispositif. Donc ensuite, vous avez sur la carte ici les zones en fait que l'on va réaliser. Et donc en construisant ces zones, l'objectif est de limiter évidemment le nombre de vols afin de pouvoir facilement surveiller, identifier. Donc là, on va faire la classification, amis ou ennemis. Entre les deux, on est en temps de paix, donc en général, c'est surtout du douteux. Et donc, en fait, on va aller intervenir pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce douteux. Est-ce que c'est finalement un avion qui s'est perdu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'assistance? Ou alors, est-ce que c'est un contrevenant? Et en fait, il faut le remettre sur les rails pour qu'il ne dérange pas le salon du Bourget. Cette zone interdite prend en compte évidemment donc l'événement en soi, le salon, mais aussi les démonstrations en vol. Il faut être capable de protéger les démonstrations en vol pour qu'il n'y ait pas d'accident aérien. Et donc pour ce faire, on va déployer un certain nombre de moyens pour réaliser toutes ces missions-là. Donc en fonction des besoins, on met l'avion radar, on met la WACS, en fonction des périodes les plus clés, l'ouverture du salon, la période où il y a tout le public, sur les vendredis, samedis, dimanches. Donc à partir du moment où on a identifié les zones clés, on va renforcer autant que de besoin. Donc on commence par renforcer la détection, et ensuite on va mettre en alerte en vol un certain nombre d'aéronefs pour être capable d'aller lever les doutes, pour s'interposer, et ensuite les arraisonner sur les différents terrains. Sur la zone que vous voyez en bleu, qui est la plus large, en fait c'est une zone de restriction. Et donc en fait dans cette zone, les appareils ne pourront pas voler à certains horaires pour éviter qu'ils viennent perturber. Donc ça demande beaucoup de coordination, mais aussi de la pédagogie avec les différents usagers qui sont perturbés pendant cette période-là. Dans la zone qui est centrale, la zone rouge, en fait ça va être une zone interdite pour éviter toute interaction. Et donc avec les contrôleurs de l'aviation civile, ces zones ont été bien partagées pour permettre d'écarter les aéronefs qui n'ont pas à y être. Donc vous avez en dessous, dans les moyens aériens qui vous sont indiqués, donc tous les moyens qui vont être en alerte en vol. Et ensuite, au sol, on va mettre aussi des moyens de défense solaire et un certain nombre de personnel. Ce dispositif particulier, en fait, c'est un dispositif qui est multicouche, parce qu'en fait, en fonction de la météo, du nombre d'appareils qui pourra arriver, il est nécessaire d'avoir différentes couches, différents types de moyens qui sont tous complémentaires avec des avantages et des inconvénients.
À ce titre-là, la défense solaire pour nous est très importante, à la fois avec le Crotale NG qui a une courte portée, le SAMP-T qui va être un missile moyenne portée, et ensuite évidemment de la lutte anti-drone, et tout ceci complété par des guets à vue et des détachements de liaison. Les détachements de liaison, c'est des officiers de l'armée de l'air qu'on va mettre sur chaque aérodrome pour fluidifier l'interaction avec ces aérodromes, tout ce qui va être décollage, tout ce qui va être demande de dérogation pour que les usagers puissent voler dans certaines conditions. Donc en fait, c'est un dispositif qui est complet et qu'on met en place systématiquement lors de tous les grands événements. Suivant. L'un des sujets d'attention pour tous, évidemment, c'est la lutte anti-drone. Et donc, dans le cadre du Salon du Bourget, on va commencer à faire un dispositif qui ressemble un petit peu à ce qu'on fera pour les Jeux Olympiques. Donc la première des choses, c'est les acteurs. On va travailler sur le Salon du Bourget avec la gendarmerie du transport aérien, ainsi qu'avec la préfecture de police de Paris, pour avoir un dispositif qui est le plus large possible, pour à la fois protéger le site, tous les spectateurs qui vont être très nombreux, et aussi la démonstration aérienne. Pour ce faire, on a un certain nombre de systèmes. Donc, le premier qui est nommé, c'est le système Basalt, qui a été acquis il y a plusieurs années dans le cadre d'une urgence opération. Et en fait, c'est un système qui fonctionne à base de radar, de goniomètre, donc ça écoute les fréquences, et de caméras. Et donc, c'est un système qui fonctionne de jour et de nuit, qui est assez lourd, donc il est statique. Et en fait, on le répartit, on en met plusieurs pour entourer la zone. En parallèle, on a aussi des systèmes qui sont mobiles, notamment grâce à la gendarmerie, qui a un concept d'emploi propre à leur mission, et qu'ils emploient d'ailleurs sur le Tour de France, et eux qui vont se mettre dans les périphéries pour compléter la détection et ensuite l'intervention et le brouillage. On a d'autres systèmes qui sont nommés, qui s'appellent des aéroscopes, qui sont des systèmes d'une catégorie moindre, c'est des valises, et qui permettent de voir 95% du trafic. Et en fait, tous les systèmes qui sont déjà répertoriés, connus, mais ce ne sera pas le drone contestataire ou artisanal, c'est plutôt la gamme générale de l'utilisateur, du spectateur qui serait curieux. C'est bien de les voir, après il faut agir. Donc en fait, pour être capable de protéger, il faut arrêter les drones en vol. Pour arrêter les drones en vol, en fait, on fait du brouillage. Et ce brouillage, il est réalisé soit avec des brouilleurs qui sont associés au système Basalt, soit ils sont en fait, c'est des espèces de fusils, comme on a pu voir sur les images précédentes, avec un embout qui est très important et qui permet, dans les différentes gammes de fréquences, de brouiller la télécommande ou de brouiller le signal GPS. Et ça immobilise le drone. Voilà. Et ensuite, encore d'autres systèmes parallèles. Il n'y a pas de solution unique. Et en fait, la menace drone, elle évolue extrêmement rapidement avec toutes les nouvelles technologies. Et donc, il est nécessaire de faire évoluer la lutte anti-drone à un rythme qui est assez équivalent en renouvelant l'ensemble de nos systèmes. Au-delà des systèmes, évidemment, il y a aussi la réglementation. On est en France, les fréquences radio sont utilisées par tout le monde, on est sur un aérodrome, donc évidemment si on commence à brouiller le GPS et à brouiller les fréquences radio de la tour de contrôle, c'est pas possible. Donc dans tous ces processus, évidemment, il est nécessaire d'avoir à la fois une réglementation et à la fois des procédures, de telle sorte que la coactivité de l'ensemble des acteurs soit respectée. Et en fait aujourd'hui on atteint un niveau de maturité dans ce domaine-là qui est particulièrement important. Pour conclure, pour réaliser un tel dispositif multicouche et dans tous les domaines, en fait, on a fait une base aérienne projetée sur le site et sur lequel en fait logent les différents personnels. Et donc on a environ 400 personnes et qui vont alimenter les sites périphériques de défense solaire, la protection au sol de nos aéronefs et ensuite les luttes anti-drones. Et par-dessus ceci, évidemment, tout l'aspect commandement. Parce qu'en fait, nous sommes dans le poste de commandement de la préfecture. On a un poste de commandement qui est dédié à la lutte anti-drone. Et on est aussi en lien avec notre poste de commandement de Lyon, qu'on appelle le Centre national des opérations aériennes, et lui qui va coordonner toute la partie aérienne sur le Bourget, mais aussi en interaction à l'extérieur. Voilà sur cette présentation générale. Pour nous, c'est quand même un moment qui est très important compte tenu des enjeux du Salon du Bourget, événement mondial, et aussi les enjeux que ça représente, évidemment, dans la perspective des Jeux Olympiques et de la montée en gamme nécessaire pour remplir les objectifs des Jeux Olympiques. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.
Y a-t-il des questions dans la salle ou en audio? Bonjour, vous évoquiez les Jeux Olympiques. Le dispositif que vous présentez là, en termes d'ampleur, il va être multiplié par combien en termes de Jeux Olympiques? Est-ce qu'on a une idée déjà de ce que ça va représenter? Donc, les Jeux Olympiques en soi seront une opération qui va être très importante. Il y a 42 sites à couvrir pour les Jeux Olympiques, et avec des sites qui auront évidemment des importances très différentes. Entre la cérémonie d'ouverture, les différents sites à l'intérieur de Paris, et ensuite les sites qui sont en banlieue, et aussi les sites qui sont à Tahiti et en province. Et en fait, en fonction des différents sites, est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce qu'ils sont fermés, on va déployer les systèmes qui sont adaptés. Tous seront couverts avec du simple fusil brouilleur jusqu'à nos systèmes qui sont les plus perfectionnés. D'une manière simpliste, j'aurais envie de dire qu'on sera entre x5 à x10 par rapport à ce que l'on met ici. D'autres questions? Oui, Frédéric Clerc, Aérobuzz. Bonjour, monsieur. Vous avez évoqué des systèmes de missiles solaires pour la protection. Est-ce que vous avez prévu également des équipes qui enverraient tout simplement du plomb dans le ciel pour essayer de faire tomber des objets volants? Alors, merci pour votre question. En fait, la question derrière, c'est comment intervenir au juste besoin. Donc, en fait, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Et donc, à partir du moment où il y a une infraction, l'objectif est en fait de la faire cesser et de judiciariser les personnes qui ont fait ceci. Dans la lutte anti-drone, en fait, on réussit, parce que je pense que vous parlez du plomb vis-à-vis des drones. Dans la lutte anti-drone, en fait, on réussit à détecter la position du drone et souvent la position du télépilote. Et donc, on va les chercher, on va arrêter le drone, l'arrêter en vol, le stopper, et en même temps, en fait, on va aller chercher les télépilotes. Et on a un dispositif de sécurité qui est tellement large qu'en fait, avec toutes les forces de sécurité au sol, les policiers, les gendarmes, en fait, qu'il y a un maillage et qui permet finalement d'arrêter les deux, sachant qu'on a des facilités pour localiser les télépilotes avec les différents systèmes que nous avons. Donc, on n'a pas besoin d'en arriver à tirer des plombs, surtout que lorsqu'on fait de la sûreté aérienne, qui est vraiment mon métier premier, il y a une règle, c'est qu'on est très attentif à la sécurité aérienne. Et en fait, lorsqu'on a un drone qui vole, la première des priorités, c'est qu'il ne tombe pas sur les populations. Donc, on agit toujours avec attention pour le brouiller de telle sorte qu'il arrête, qu'il se pose automatiquement ou qu'il reparte vers son télépilote. Mais ces différentes actions, on imagine d'autres actions, mais ce n'est pas celles qui sont préférentielles dans une logique de sécurité des populations. Et dans le Salon du Bourget, vous savez bien, il y aura énormément de public. Donc en fait, on a des modes d'action qui permettent de protéger les gens, même lorsque nous intervenons. Une autre question sur les Jeux Olympiques. Vous détaillez la nature des menaces sur l'emploi des drones dans le cadre du Salon du Bourget. Est-ce que la nature de ces menaces est les mêmes dans le cadre des JO 2024 ou est-ce qu'il y a une différence à vos yeux? Alors, très bonne question. Dans l'organisation en fait, des Jeux Olympiques, il y a un centre de renseignement olympique qui a été créé. Et dans ce cadre, en fait, il y a une analyse nationale des risques et qui prend en compte l'ensemble des risques et l'ensemble des modes d'action. Et donc, c'est un document évidemment qui est secret et qui répertorie en fait l'ensemble des menaces et qui décline ensuite les mesures qui sont à mettre en place. Voilà. Je ne vous réponds pas directement, mais on fait ce qui est nécessaire à ce stade. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va passer la parole. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Marc Tanguy, indépendant. Je voulais savoir combien de DPSA vous allez réaliser cette année au total, et notamment, est-ce que vous avez quelques précisions déjà sur l'esprit de l'architecture que vous mettez en place pour la Coupe du Monde de rugby en septembre? Merci. Alors, je ne vais pas vous répondre précisément parce que ça nous prenait beaucoup de temps. La première des choses, c'est l'on fait une dizaine de DPSA par an. Et en fait, c'est en fonction des sollicitations du SGDSN, du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense.
Et en fait, ils peuvent avoir des tailles très différentes en fonction de ce qu'on a à protéger. Ensuite, en ce qui concerne la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, il y a toute une organisation qui est mise en place, mais il faudrait un peu plus de temps pour vous le présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Nous allons donner la parole maintenant au colonel Pierre Godillère, qui va vous présenter la situation des opérations militaires françaises. Merci Madame la Directrice. Bonjour Mesdames, Messieurs. Et on commence par un film qui couvre l'exercice d'ampleur Arctic Challenge Exercise. Exercise is conducted in Norway, Finland and Sweden. 3,000 people are attending in the exercise and 14 nationalities and approximately 150 aircraft. So we have mainly fighter jets, but we have also different components of the operations attending, for example, air refueling craft and EW aircraft and, for example, AWACS. So the aim of the exercise is to build security together cost efficiently through high-level training. And high-level training circumstances are quite clear here in the north because the training area is huge. It's so big that you can't compare it to training areas in, for example, in Middle Europe. Nous sommes déployés ici en Finlande, à Rovaniemi, pour une période de 3 semaines, avec 17 appareils, parmi lesquels un AWACS de l'armée de l'espace, 5 Mirage 2000D, 5 Mirage 2000-5, et nous avons aussi la chance d'avoir 6 Rafales de la Marine nationale avec nous. Dans ces espaces aériens particulièrement larges et permissifs, nous employons des nombres d'avions assez conséquents, de l'ordre de 100 avions sur une même vague pour obtenir un même effet. This exercise was arranged from 2013 biannually. First year, leader nation was Sweden. In the next exercise, 2015, leader nation was Norway. And 2017, leading nation was Finland. And we have repeated the model in sequence after that. So now it's Finnish turn, our turn to do the job. La France et la Finlande ont développé un partenariat depuis 2018 et puis la France participe à de nombreux exercices en Finlande. C'est la 4e fois que la France déploie des avions dans le cadre de ACE. La France est un des partenaires majeurs de l'exercice pour l'édition 2023. Avec 16 chasseurs, nous représentons plus de 10% de la contribution globale. C'est enrichissant de confronter nos procédures, c'est particulièrement positif pour tout le monde. Et donc ACE 23 s'est terminé depuis le 9 juin de 2023 avec, comme il a été rappelé, la mise en œuvre d'un AWACS, un avion radar, donc 3F, 16 avions de chasse et 2 semaines d'exercice avec près de 300 sorties cumulées sur ces 2 semaines. C'est un entraînement qui permet et qui a permis de développer l'interopérabilité entre les chasseurs alliés et partenaires, près de 150 aéronefs dans des scénarios d'engagement aérien de haute intensité. Ce que ça permet de souligner aussi, c'est la fiabilité, la crédibilité et la solidarité des armées françaises au sein d'un dispositif allié type OTAN. Un exercice d'ampleur également en mer qui s'appelle Baltops, qui a eu lieu du 4 et qui se termine demain, du 4 au 16 juin. Cet exercice OTAN Baltops 23 est historique et se déroule en mer Baltique. La première phase était consacrée à la montée en puissance de cette force constituée. Et donc, dans ce cadre, plusieurs types d'exercices ont été effectués avec les différents bâtiments français. Des tirs d'artillerie, de la chasse aux mines, de la simulation d'accidents de plongée, de la lutte contre les menaces asymétriques et des ravitaillements à la mer. Par ailleurs, la FREM Auvergne assurait la fonction de commandant de la zone de la lutte anti-sous-marine. Et elle a été associée à la manœuvre de plusieurs exercices dédiés à cette spécificité face à un sous-marin partenaire. Ensuite, la deuxième semaine d'exercice a été consacrée ce qu'on appelle à une phase LiveX, au cours de laquelle 2 forces s'affrontent
dans un scénario évidemment simulé et dans un thème qui mêle différents types de luttes. Durant ces divers exercices, la frégate Auvergne, le chasseur de mines tripartite, le CMT Sagittaire, le patrouilleur de haute mer, commandant Blaison, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme et le groupement de plongeurs démineurs Manche ont démontré que l'efficacité opérationnelle et la solidité de nos partenariats se construisent par la réalisation d'exercices et d'entraînements conjoints réguliers. Et Baltops en fait évidemment partie. En plus de ces activités d'ampleur, un exercice est organisé en Allemagne qui s'appelle Air Defender du 12 au 23 juin. Et la France y engage un avion radar, là aussi un AWACS E3F, comme système de détection et de commandement aéroporté, depuis la base aérienne d'Avord. Grâce à ces moyens de radar de détection, le 3F permet d'élaborer la situation aérienne tactique dans des opérations complexes qui engagent plusieurs dizaines, voire des centaines d'aéronefs. Doté d'un large spectre de moyens de communication et de transmission, cet avion et son équipage est capable de diffuser cette situation vers les différents centres de commandement et les aéronefs en l'air. En fonction des scénarios d'exercice et des besoins, il a commencé à réaliser et il réalisera encore plusieurs vols au profit de cet exercice d'ampleur Air Defender, apportant sa capacité de contrôle et de coordination lors des missions massives de défense aérienne qui y sont organisées. L'autre avantage, c'est d'avoir, pour l'AWACS, c'est d'avoir une autonomie importante qui lui permet d'assurer une longue période sur zone et de réaliser ses missions directement depuis sa base d'origine et d'enchaîner plusieurs missions de chasseurs qui s'y déroulent. Cette participation, comme vous le voyez, vient s'ajouter aux nombreux engagements des armées françaises dans la zone au même moment. Toujours sur le flanc Est, toujours dans les airs, mais dans un autre contexte, des missions aériennes au profit, régulières cette fois-ci, au profit de l'OTAN. Vous connaissez, nous en parlons souvent de ce contexte qui s'appelle Air Shielding. Eh bien, dans le cadre de la surveillance du flanc Est de l'OTAN, du 8 au 14 juin, le C-135, déployé donc un Boeing ravitailleur, déployé sur la base de Zagreb, en Croatie, a assuré plusieurs missions de ravitaillement en vol dans l'espace aérien roumain au profit de F-18 espagnols, d'Eurofighter italiens et de Rafale français. C'est une mission inédite qui s'effectue depuis Zagreb, donc, et qui permet aussi de renforcer les liens et l'interopérabilité avec l'armée de l'air croate. En Roumanie, dans le cadre de la mission Aigle, le 8 juin, un exercice qui s'appelle Resolute Eagle a simulé une attaque chimique dans le cadre d'une manœuvre défensive de la part du bataillon multinational, dont la France est nation cadre. Eh bien, le peloton multicapacitaire NRBC, comme nucléaire, radiologique, biologique et chimique, a mis en place une chaîne de décontamination pour les soldats, les véhicules et les matériels qui faisaient face à cette attaque chimique simulée. Les spécialistes français ont ainsi décontaminé des éléments français du Multinational Battle Group, mais également des militaires roumains et des militaires polonais qui participaient à cet exercice. Cette action a ainsi permis au Multinational Battle Group de recouvrer dans un temps contraint sa pleine capacité opérationnelle et notamment celle du sous-groupement tactique interarmé qui avait été identifié et touché fictivement. Cet exercice a été l'occasion de mettre en œuvre la capacité NRBC du Battle Group dans un cadre interallié en entretenant des savoir-faire individuels collectifs dans un domaine qui est extrêmement exigeant. On passe en Afrique, dans le golfe de Guinée, pour des opérations de coopération et de sécurisation maritime. Le patrouilleur de haute mer, le PHM commandant Biro, a participé à la 6e édition de l'exercice de sécurité maritime qui s'appelle Megalops et qui est organisé en partenariat avec les éléments français au Gabon, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et 4 pays d'Afrique centrale qui participent directement. Le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola. Et évidemment des organismes de la chaîne de sécurité maritime de la zone qui sont directement impliqués dans l'exercice. Cet exercice avait pour objectif l'entraînement de l'ensemble des acteurs de l'architecture de Yaoundé
dans un cadre global de lutte contre l'insécurité maritime, allant de la lutte contre la piraterie et la pollution maritime à la lutte contre les trafics illicites. Ce sont des scénarios complexes qui ont été menés au plus proche de la réalité des opérations et qui ont entraîné ces différents acteurs à une action coordonnée. Et en parallèle de ces activités de coopération, le PHM Commandant Biro a reporté de nombreux pêcheurs suspectés, cette fois-ci de manière réelle, de pratiquer la pêche illicite. Au Proche et au Moyen-Orient, pour l'opération Chamal, la semaine dernière, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant plus d'une quinzaine de sorties aériennes. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, de la défense et de la surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte pour des appuis-feu au profit de la coalition et des reconnaissances, des missions de reconnaissance menées là aussi au profit de la coalition. Au Liban, dans le cadre de l'opération Daman, du 5 au 9 juin, la Force Commander Reserve de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a organisé un exercice qui s'appelle Steel Storm. C'est un exercice interallié de grande ampleur qui a lieu 2 fois par an à proximité de Nakoura, où se situe l'état-major de la FINUL. C'est un exercice de tir et qui mobilise l'ensemble des moyens blindés et d'infanterie débarqués pour entraîner l'ensemble des contingents de la FINUL et les forces armées libanaises présentes au sud du Liban. Cet exercice renforce l'interopérabilité et la coopération entre les casques bleus de l'opération Daman et l'ensemble de leurs partenaires internationaux qui œuvrent chaque jour au maintien de la paix au sud Liban. Pour les FFEAU, des activités de coopération opérationnelle, et notamment le 7 et 8 juin, avec la FLF, la frégate de type Lafayette Surcouf, qui a participé à un exercice qui s'appelle Trilateral Maritime Partnership Exercise, qui réunissait des forces indiennes, émiriennes et françaises dans le Golfe d'Oman. C'est un exercice maritime et aérien multinational visant à renforcer la coopération et l'interopérabilité entre 3 nations dans cette zone stratégique. Aussi, aux côtés du Surcouf, 2 rafales français de la base aérienne 104 stationnés aux Émirats arabes unis ont été mises en œuvre. Plusieurs séries d'entraînements et d'échanges en océan Indien ont été menées avec la frégate indienne Tarkash et un Super Panther, un hélicoptère donc émirien. Cet exercice a également permis aux équipages de s'entraîner à la conduite et à la réalisation de missions complexes et de confronter et de partager des procédures et des savoir-faire entre les nations participantes. C'est une première, cet exercice trilatéral de partenariat à la fois maritime et aérien et qui met en évidence l'engagement, la coopération entre 3 pays. Toujours des activités de coopération opérationnelle, cette fois-ci avec le Qatar. Du 12 au 22 juin, une section du 5e régiment de cuirassiers s'est rendue au Qatar dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées qatariennes. Et lors de ces activités de coopération opérationnelle, les soldats qatariens et français sont entraînés conjointement dans le domaine de l'appui-feu d'artillerie, au guidage aérien tactique avancé et au combat interarmes. Et on peut passer au Pacifique. Le 8 juin, la frégate de défense aérienne à capacité renforcée, la FREM DA Lorraine, a intégré le Carrier Strike Group 5, le CSG-5, constitué autour du porte-avions USS Ronald Reagan. Le 9 juin, elle a pris part à l'exercice de grande ampleur qui regroupe l'USS Ronald Reagan, l'USS Nimitz, le porte-aéronef japonais JS Izumo et leurs escorteurs en mer des Philippines. Ces manœuvres réalisées par plus d'une douzaine de milliers de marins ont été conduites avec succès jusqu'au départ du Nimitz le 10 juin. Depuis, la Lorraine poursuit son intégration au sein du CSG-5, accompagnée toujours par le groupe japonais de l'Izumo, enchaînant des contrôles d'avions de chasse du Reagan, des manœuvres d'escorte et des exercices de communication. Ces exercices permettent également d'éprouver les équipements et les équipages de la Lorraine dans un environnement tactique qui est exigeant, correspondant aux missions d'escorte de groupes aéronavals pour lesquels les FREM DA sont prévus. Sur le territoire national,
Le 2 juin, sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garons, dans le Gard, le chef de l'État a annoncé une série de mesures pour prévenir les incendies et renforcer les moyens de lutte contre les incendies, donc contre les feux de forêt, qu'ils soient matériels ou humains. Bien, comme chaque année, les armées sont mobilisées dans le cadre de cette lutte contre les feux de forêt. Elles interviennent en étroite coopération avec les unités militaires de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers et l'Office national des forêts. Cet engagement conjoint de moyens de différents ministères est réalisé au profit de la protection de la population et pour la sauvegarde du territoire. Depuis 1984, cette participation des armées à la lutte contre les feux de forêt repose sur un cadre, une opération en fait, qui s'appelle Héphaïstos et qui, cette année, prend une nouvelle ampleur puisque la zone d'opération, qui était traditionnellement réservée, en tout cas centrée sur la région sud-est, suite à l'extension des feux de forêt que vous avez pu constater et la violence de ces feux l'année dernière en zone sud-ouest, y compris en Bretagne, cette zone d'opération est désormais élargie à compter de l'été 2023 à l'ensemble de la France. Elle engage 160 militaires, 3 hélicoptères, 50 véhicules motorisés et constitue un dispositif militaire robuste et réactif mis à disposition de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et c'est du 1er juillet au 30 septembre. En complément de ces moyens identifiés et donc intégrés dans l'opération Héphaïstos, et en cas de situation particulièrement critique, les autorités préfectorales peuvent demander le concours d'autres capacités des armées via la DGS-CGC, dont je vous ai détaillé l'acronyme juste avant. On continue dans l'appui dans la lutte contre les feux de forêt, et cette fois-ci outre-Atlantique. Vous avez pu noter que depuis plusieurs jours, le Canada fait face à des feux de forêt très intenses, et notamment au Québec. Et aussi, le 8 juin dernier, à la demande de ce pays, plus de 40 sapeurs-sauveteurs, soignants et marins-pompiers de Marseille et leur matériel ont été projetés au Québec au sein d'un détachement composé d'une centaine de renforts de sapeurs-sauveteurs français. Durant leur déploiement, ils appuient les autorités locales dans la lutte contre les incendies et ils sont intégrés là aussi au sein d'un dispositif international. Pour nous, ça témoigne de notre réactivité et évidemment de la solidarité des armées françaises vis-à-vis d'un pays duquel on est particulièrement proche. Et on termine par la mission Jeanne d'Arc, qui continue sa circumnavigation. Le groupe a été du 5 au 9 juin de passage à Acapulco, et il y a mené plusieurs entraînements en coopération avec l'armée mexicaine. Côté terre, le groupement tactique embarqué de l'armée de terre a participé à 3 jours de coopération et d'entraînement avec le 22e bataillon d'infanterie de marine mexicain. Le porte-hélicoptère Dixmude a fait l'objet d'une visite. On a présenté à ce 22e bataillon des véhicules et du matériel utilisé par l'armée de terre. Des échanges ont eu lieu sur l'assaut en milieu aquatique, du tir, du rappel, de la corde lisse. Un raid nautique a été effectué et un exercice topographique ont donc été réalisés conjointement avec l'armée mexicaine. Côté maritime, la frégate Lafayette et la frégate mexicaine Benito Juárez ont organisé des échanges entre officiers à bord des 2 bâtiments. Et le PHA d'Ixmude a mené des exercices à la mer avec le Benito Juárez avant que le groupe Jeanne d'Arc ne reprenne ses patrouilles vers le canal de Panama, puis les Antilles françaises. J'ai terminé pour ce tour hebdomadaire des opérations et suis prêt à répondre à vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle ou en audio ? Merci beaucoup de votre attention et rendez-vous le 29 juin prochain, étant donné que la semaine prochaine, nous serons au Salon du Bourget. Très bonne journée à tous.